Anthony Blinken poursuit sa tournée au Maghreb. Le secrétaire d'État américain était donc du côté de l'Algérie. Il a discuté avec, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamara, avant de déjeuner avec le président Abdelmadjid Tebboune pour sa première visite dans le pays. Junior Wafo, une fois de plus, nous en dit plus. Le secrétaire d'État américain continue sa tournée au Maghreb. À son arrivée en Algérie, Anthony Blinken a rencontré le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra avant de déjeuner avec le président Abdelmadjid Tebboune pour sa première visite dans le pays. Au programme, des discussions au sujet de la sécurité et de la stabilité régionale, la coopération commerciale, ainsi que la situation des droits humains et des libertés fondamentales, a indiqué un responsable du département d'État. La visite du diplomate survient alors que les relations entre l'Algérie et le Maroc sont en crise, avec à son centre la question du Sahara occidental. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en août 2021, Alger a fermé le gazoduc Maghreb-Europe transitant par le Maroc. L'Algérie, alliée de Moscou, est un important producteur de gaz. Depuis l'opération militaire de la Russie en Ukraine, l'Algérie fait face à des appels pour augmenter ses exportations vers l'Europe, notamment de la part des Américains. Mais lors de leur dernière demande, faut-il le rappeler, Alger avait opposé une fin de non-recevoir. Merci donc à vous, Junior Wafo, en direction l'invité, bien sûr, Gamal Abina, que nous allons recevoir dans ce journal internationaliste pour parler de cette tournée qu'effectue Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, du côté du Maghreb. Alors, bonsoir à vous, Gamal Abina. Déjà, quelle appréhension avez-vous de cette tournée dans le Maghreb du secrétaire d'État américain, notamment dans un pays comme l'Algérie? Il faut déjà donner un contexte global de la relation algéro-américaine, qui est une relation très particulière. Elle débute très tôt, contrairement à l'idée reçue. Elle débute en 1783, lorsque les États-Unis, nouvellement créés, sont reconnus officiellement par la régence d'Alger. En 1795, il y a donc un accord d'amitié qui noue les deux États, donc l'Algérie, dont certains prétendent qu'elle n'existait pas, évidemment, et les États-Unis nouvellement créés. Et très rapidement, les États-Unis vont honorer l'émir Abdelkader, qui est le résistant, qui va résister 17 ans à la force française, parce qu'ils considèrent que c'est un homme, un grand homme. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler. Ils vont l'appeler le grand humanitaire, parce qu'il va sauver les chrétiens d'Orient. Ensuite, en 57, les Américains reconnaissent, demandent l'indépendance de l'Algérie, donc ça soude encore plus la relation. Et puis en 79, les Algériens font leur travail de diplomate et font libérer les 52 otages détenus par l'Iran à la suite de la crise des otages détenus dans l'ambassade d'Iran en 79 après la révolution islamique. Donc en gros, pour faire simple, la relation algéro-américaine est une relation très ancienne qui a un peu plus de 2 siècles maintenant, une relation réellement de courtoisie d'amitié. Et lorsque Blinken va en Algérie, son espoir, il y va d'abord parce que cette année, les États-Unis sont mis à l'honneur sur la foire internationale d'Alger en étant l'invité pour garantir l'investissement des États-Unis en Algérie. Il vient avec cette idée de se dire qu'ils vont investir, qu'ils vont faire les transferts de compétences et de technologies. Ça, c'est un petit peu la façon d'appâter. Et en même temps, ils viennent avec des arrière-pensées qu'on connaît très bien, qui sont liées à la crise ukrainienne. Parce qu'effectivement, l'Algérie a coupé bien avant la crise ukrainienne, ce fameux gazoduc qui reliait l'Algérie à l'Espagne en passant par le Maroc. C'est une sanction qui a été appliquée à la suite des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Ce gazoduc faisait migrer à peu près 12 milliards de mètres cubes par an. Aujourd'hui, 12 milliards en moins, c'est beaucoup pour l'Europe, évidemment, parce que comme l'essentiel du gaz vient de Russie et que les États-Unis font tout pour faire pression pour qu'il n'y ait plus d'exportation de gaz russe dans le but d'appliquer de façon unilatérale d'ailleurs des sanctions économiques à la suite de la crise ukrainienne, les Algériens deviennent une sorte de second moyen d'obtenir du gaz avec le Qatar, bien évidemment, avec l'Iran, avec lesquels les États-Unis ne sont pas en bon terme, et surtout avec des pays qui seraient des producteurs de gaz comme l'Égypte, un peu plus marginaux. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Quels sont les buts de la visite des États-Unis, sachant que sous l'ère Trump, ils ont reconnu le Sahara occidental comme étant de souveraineté marocaine, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le fait accompli indépendamment de l'ONU. Aujourd'hui, Blinken vient avec un discours un peu plus mesuré. Il dit qu'il faut trouver une solution négociée sous l'égide de l'ONU, donc c'est une forme un petit peu de recul léger.
uniquement parce qu'il espère effectivement que les Algériens réouvrent les gazoducs en direction de l'Espagne. Et donc, la crise ukrainienne est effectivement à l'origine, pour partie, de ce voyage. Après, il y a des relations très anciennes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui font que les États-Unis espèrent, dans une relation d'équilibre avec l'Algérie, peut-être convaincre les Algériens, avec Ramtan Lamamra, d'aller discuter avec les Russes. Les Algériens sont amis des États-Unis, c'est une chose, mais ils sont aussi alliés de la Russie. Donc c'est un pays qui est pivot dans la négociation possible et future qui est en train de se mener actuellement à Ankara, sous l'égide des Turcs. Et l'Algérie est aussi un moyen peut-être de faire en sorte que l'application des sanctions contre le gaz turc puisse être effective. Aujourd'hui, ça n'est pas. On sort bien sûr de l'hiver. Et l'hiver prochain, si le gaz turc n'arrose plus l'Europe, l'Europe sera en grande difficulté et ils espèrent effectivement, parce que le gazoduc existe, que les Algériens doublent leur production. Actuellement, on a 10 milliards qui passent directement en direction de l'Espagne sans passer par le Maroc. Il y a 13 milliards qui ne passent plus par le Maroc. S'ils passaient par le Maroc, on porterait la production à 23 milliards de mètres cubes par an. Et ça, c'est considérable. Restons un peu sur le pan guerre en Ukraine, puisqu'on sait que l'Algérie est un pays producteur de gaz. Il y a eu une première tentative pour l'appel, bien sûr, à la distribution du gaz qui avait été refusée. Pensez-vous cette fois que l'Algérie va pouvoir céder quand on sait ce qu'il se passe avec la sortie de Poutine ce jeudi, mettant donc à exécution sa menace concernant le paiement du gaz en roubles désormais? Alors oui, effectivement, la grosse problématique, c'est que Poutine est un échec, qui est connu pour un joueur d'échecs, et il avait parfaitement planifié cette opération et les conséquences économiques à venir. Donc effectivement, aujourd'hui, les Américains qui n'ont pas encore parlé de ce fameux gazoduc, en sous-jacent, espèrent qu'il y a effectivement une possibilité de contourner ce jeu, ce coup magistral de poker que Poutine a mis sur la table, à savoir, si vous voulez importer du gaz, et il sait très bien, Poutine est parfaitement au fait que 30% de la production énergétique vient de Russie par le gaz, le pétrole et le charbon. N'oublions pas que ce charbon est aussi une grande ressource russe. Eh bien, il a dit quoi? Il a dit, vous me sanctionnez, vous me gelez mes avoirs chez vous, 300 milliards de dollars à peu près. La conséquence directe, c'est que vous allez racheter mon gaz et mon pétrole dont vous avez forcément besoin en roubles. Et c'est un coup magistral parce que le rouble ne vaut pas grand-chose comme monnaie. Il s'est apprécié assez rapidement à la suite de ça. Mais surtout parce que acheter du rouble, c'est donner une valeur à une monnaie qui n'en avait pas. Ça en faire donc une valeur référentielle, une valeur qu'on va appeler devise. Et évidemment, ça lui permet d'éviter de passer par le dieu dollar et de passer évidemment par l'euro. Donc la conséquence de ces sanctions qui se voulaient soi-disant fermes face à la Russie se retourne contre ceux qui ont émis la sanction et surtout ont manifestement démontré une chose qui est extrêmement grave, c'est qu'ils prétendaient vouloir sanctionner les Russes sans toucher l'énergie. Et aujourd'hui, les Russes ont dit, puisque vous voulez toucher l'énergie, on va jusqu'au bout. Vous me payez mon gaz en roubles, mon pétrole en roubles, et les Européens sont bien dans la difficulté de dire, on ne peut pas, on ne veut pas, on prétend vouloir faire en réalité les sanctions, mais en réalité, il n'avait pas l'intention de faire ces sanctions, puisque aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir qu'ils ne vont pas apporter le gaz, c'est est-ce qu'ils vont le payer en roubles. Ça veut dire que, de fait, ils reconnaissent qu'ils n'auraient jamais sanctionné la Russie sur le pétrole et le gaz parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et effectivement, lorsque Blinken va en Algérie, il a l'espoir, un espoir un peu ridicule en vérité, que l'Algérie va suppléer une partie de la production russe. Il demande une augmentation évidemment des Qataris de la production russe, comme par hasard le Qatar réintègre le Conseil de coopération du Golfe. Il demande à ce que les pays limitrophes puissent augmenter leur production et à ce que les Américains puissent approvisionner l'Europe de gaz classique et de gaz de schiste. Mais ils n'en ont pas les capacités, ils se sont précipités vers les sanctions qui se retournent littéralement contre eux. Et les Algériens, qui sont, je le rappelle encore une fois, des amis des Russes de longue date, hein, c'est vraiment une grande alliance qui existe entre l'Algérie et la Russie sur un plan idéologique au départ par rapport au socialisme, mais maintenant sur un plan militaire. L'Algérie n'a pas l'intention de mettre un coup de couteau dans le dos de la Russie, elle ne le fera jamais, elle n'a même pas voté de sanctions contre la Russie, on l'a bien compris, parce que l'Algérie a compris qu'il y a un rapport de force qui est en train de se déporter à l'Est. Les Américains ont beaucoup de difficultés à convaincre leurs interlocuteurs algériens, en dépit de toutes les promesses qu'ils vont faire, parce que de toute façon, l'Algérie ne peut pas du tout compenser les besoins en gaz des Russes. Il faudrait des investissements faramineux qui prendraient au minimum entre 8 mois et 1 an pour mettre en place la possibilité d'augmenter la production, qui ne compenserait de toute façon pas le gaz russe. Donc aujourd'hui, le coup de poker que Poutine a mené en imposant le rouble comme monnaie de référence sur les marchés internationaux était un coup de poker extraordinaire parce qu'il l'a imposé en une semaine. C'est assez rare dans l'histoire de l'économie, des transformations aussi violentes. Ça crée une panique dans les états généraux occidentaux, ça crée une panique sur les marchés évidemment, marchés de cotation actions sur les sociétés qui sont liées au pétrole et au gaz, et surtout ça met une panique dans la mesure où ils voulaient sanctionner la Russie et du jour au lendemain ils ont renforcé la Russie sans le vouloir. L'ironie du sort, c'est que finalement les Européens, les Américains sans doute plus tard, mais surtout les Européens, seront obligés de transférer des capitaux, de l'argent, des euros et des dollars pour une monnaie
qu'ils ne connaissent pas et qui s'appelle le rouble. Et donc, effectivement, le coup de poker s'est abattu sur l'Europe à cause des États-Unis. Les États-Unis essaient de rattraper ce coup de poker, mais n'y parviendront pas parce que l'Algérie ne va composer avec les États-Unis à la suite, effectivement, de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur la Sahara occidentale. C'est une chose qui ne passe pas non plus. Gamal Abina, une dernière question. C'est vrai qu'il y a eu la visite d'Anthony Blinken du côté de l'Algérie. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines également, il y a eu la visite des Italiens du côté d'autres pays africains, notamment le Congo ou encore l'Angola. Alors avec la défiance occidentale envers la Russie aujourd'hui, peut-on dire que l'Afrique va relancer ou alors devrait se relancer dans la production des hydrocarbures? Alors l'Afrique ne se relance pas puisqu'elle est déjà dans une production très importante d'hydrocarbures, particulièrement dans tous les golfs du Congo, de Guinée, enfin tout ce qui est offshore en substance, toute la production qui se trouve en mer est très importante. L'Afrique a un poids considérable dans la production d'hydrocarbures, même si elle l'avait sous-développé, enfin c'était assez sous-développé en termes d'exploitation, mais ça commence à s'accroître. On voit bien que l'Angola, qui était un des pays les plus pauvres de la Terre, maintenant c'est un des pays les plus riches d'Afrique parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Le pétrole va souvent de pair avec le gaz d'ailleurs, parce que là où on trouve du gaz, on trouve du pétrole. Mais surtout, l'Afrique elle doit jouer un jeu important dans la mesure où la balance se fera en Afrique, ne se fera pas ailleurs. C'est-à-dire que l'essentiel de la production d'hydrocarbures se retrouve dans le Golfe, mais ils sont déjà en surproduction. Le pic oil a été atteint, donc ça signifie que la production maximum de pétrole et de gaz est atteinte, donc ils sont obligés de partir ailleurs. Et effectivement, les Occidentaux essaient de parier sur une production qui serait quasiment confisqués par l'Occident. Le problème, c'est que les Russes aussi sont à la manœuvre, les Turcs sont à la manœuvre, les Iraniens aussi. C'est-à-dire que tout un tas de sociétés qui n'existaient pas à l'époque commencent à se positionner en Afrique et il y a fort à parier que le moins disant, celui qui sera le moins cher, sera l'exploitant en co-exploitation avec les États de la région. Donc la compensation du gaz russe, si elle devait intervenir, ne sera pas avant 2 ou 3 ans. C'est vraiment une perspective faiblarde parce que l'Afrique reste quand même loin de l'Europe et ceux qui sont le plus proches de l'Europe, c'est l'Algérie. Il y a un gazoduc qui vient d'être signé entre l'Algérie et le Nigeria qui doit passer par le Niger, mais c'est pareil, ils viennent tout juste de commencer les travaux de faisabilité. J'imagine difficilement que la production ne démarre pas avant 3 ans, donc je ne crois pas vraiment à ces effets d'annonce, mais je suis certain d'une chose, et c'est bien de le souligner, c'est que l'Afrique aujourd'hui a le vent en poupe et sera en mesure de négocier dans un rapport de force beaucoup plus favorable qu'elle n'a jamais eu à l'époque, parce qu'effectivement, la donne énergétique a totalement changé avec cette crise ukrainienne. Les Européens vont devoir faire deux choix, soit d'accompagner l'Afrique dans un développement de leurs ressources énergétiques, soit simplement de se coucher devant le géant russe et d'accepter que la Russie revienne dans le concert des nations économiques afin de pouvoir assurer la subsistance de l'Europe d'ici l'hiver prochain, ce qui n'est pas garanti. Les Allemands actuellement sont très inquiets par rapport à ça et Blinken, quoi qu'il fasse, ne changera pas la donne. Afrique Média. Le monde, c'est nous.